Bonsoir Bérangère Bonte, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à la rédaction d'Europe 1 et vous publiez ce livre, Les Mercredis de l'Élysée, aux éditions L'Archipel. Vous nous plongez dans le huis clos du Conseil des ministres, c'est la table du secret. C'est un moment incontournable de la vie politique française. D'ailleurs, c'est un usage, le mercredi, qui remonte à Louis XIV. Absolument. C'est De Gaulle qui l'a instauré dans sa forme actuelle, mais effectivement, j'ai retrouvé traces de médailles qui prouvent qu'effectivement ce conseil avait lieu le mercredi sous Louis XIV et surtout avec une règle centrale qui est le secret. Il en avait même fait imprimer des médailles avec le dieu du silence et c'est une composante, on va dire, absolument centrale. On va y venir, c'est une enquête que vous avez entamée en 2010 sous Nicolas Sarkozy. On a envie de savoir comment vous avez travaillé puisqu'ils ne sont ni filmés ni enregistrés, ces conseils des ministres. Et ce qui complique un peu plus la tâche, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'en parler normalement. C'est vrai que c'est ce qu'on avait martelé au ministre sous De Gaulle, ça ne se raconte pas. Absolument, c'est ce qui beaucoup commencent d'ailleurs par vous dire, tout en s'empressant quand même, une fois qu'ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas en parler et que ça n'avait pas d'intérêt parce que tout est formel et arbitré au préalable, on sent très vite quand même que ce sont des moments qui sont importants dans la vie politique d'un ministre. Et c'est évidemment la principale source. Moi, je ne voulais pas aller chercher les commentaires ni des confrères, journalistes politiques, ni des conseillers, parce qu'ils n'y assistent pas. Les seuls à pouvoir en parler sont les ministres et puis les deux secrétaires généraux qui sont les deux hauts fonctionnaires assis sur une petite table à côté, qui eux prennent des notes versées aux archives nationales. Et c'est ma deuxième source, ces notes qu'on arrive à faire sortir au compte-gouttes, notamment sur les périodes les plus anciennes. Mais là, vous avez du coup un verbatim intégral et souvent assez savoureux, parfois un petit peu éditorialisé. Et ça donne quand même des choses très intéressantes, bien sûr. Alors, vous avez fait une classification entre, d'un côté, les antiques, les classiques, les modernes. Il y a réellement une différence d'approche de la part des présidents de ces conseils des ministres. Ah oui, il y a un cadre institutionnel qui est le même. Un ordre du jour, partie A, partie B, partie C, qui n'a pas bougé depuis De Gaulle, même si Nicolas Sarkozy avait essayé d'instaurer une partie de débat en plus. Ça n'avait pas vraiment partie D. François Hollande, ça n'avait pas vraiment marché sous Sarkozy, ça n'a pas plus fonctionné sous Hollande. Ça semble là, en revanche, cette fois-ci, fonctionner réellement. C'est ce qui explique la longueur des conseils, on l'a parfois noté, qui font parfois 3 heures, 3 heures et demie, là où sous Nicolas Sarkozy ou sous François Mitterrand, on pouvait être à 1 heure, 1 heure et demie. Donc il y a cette partie de débat qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place et qui est une volonté du président Macron et quand s'il faut établir des différences, c'en est une assez importante. Ça ne fonctionne, et j'y reviens, que si le secret est respecté. Ouais, c'est vraiment... Ce qui n'a pas fonctionné sous Nicolas Sarkozy pour le débat, c'est avant tout ça. Ce qui n'a pas fonctionné sous Hollande, c'est la même chose. Et vous avez dans le gouvernement actuel 2 ministres seulement qui ont connu les 2 époques, Hollande et Macron, et qui vous disent, Annick Girardin, qui est en charge de l'outre-mer, me dit, mais moi, les premiers conseils de Macron, je la bouclais. Parce que j'étais persuadée que ça allait fuiter instantanément. Et pourtant, Emmanuel Macron, vous le dites, comme le général de Gaulle n'aime pas les taiseux, il les incite à prendre la parole à ses ministres, justement, puisqu'il y a moins de fuites aussi dans la presse, c'est plus facile pour eux. C'est parler ou taisez-vous à jamais. J'exagère un peu, mais c'était très vrai sous De Gaulle. Les ministres du général qui, pour la plupart, ne sont plus là, mais que j'ai pu rencontrer au début de mon enquête, vous disiez à quel point ils étaient un peu, même beaucoup, tétanisés par ces tours de table que De Gaulle faisait sur la sortie de l'OTAN. Il disait, voilà, la semaine prochaine, je veux tous vous entendre sur la sortie de l'OTAN. J'arbitrerai, mais je veux tous vous entendre. Alors, sous Emmanuel Macron, il n'y a sans doute pas la même tension, mais effectivement, lui aussi déteste les taiseux. Il ne s'agit pas de ronchonner, de ne pas dire clairement. C'est comme ça que les arbitrages sur Notre-Dame-des-Landes ont été pris, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Alors, il y a un tour de table, il y a eu un tour de table, je raconte le tour de table du mois de décembre, là où la décision est annoncée mi-janvier. Ça n'est pas le moment où la décision est prise. Dans l'esprit de Emmanuel Macron, ça permet de faire germer et de maturer les choses. Mais en revanche, c'est le moment où, quand même, des différences peuvent s'exprimer. Jean-Yves Le Drian, qui était plutôt favorable, même très favorable à cet aéroport. Nicolas Hulot, qui était fermement opposé. Et tout ça s'exprime quand même autour de la table du Conseil des ministres, qui est assez nouveau. Mais encore une fois, le Conseil s'achève. Et Emmanuel Macron arbitre de son côté. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la décision elle-même, il leur a annoncé en Conseil des ministres, ils étaient 2 ou 3 à la connaître, quand ils sont arrivés au Conseil, ils ne savaient pas ce qu'avait décidé Emmanuel Macron concernant Notre-Dame-des-Landes, et ça c'était 1 mois et demi plus tard. Donc c'est quand même on sent qu'Emmanuel Macron veut faire de ce moment-là quelque chose
un vrai outil de collégialité. On va voir avec le temps si ça fonctionne si bien que ça, hein, mais on sent, et quand vous en discutez avec les conseillers notamment, vous comprenez qu'ils y ont pensé, ça aussi c'est nouveau, avant la présidentielle. Vous avez 1000 choses à penser pendant une campagne. On pourrait comprendre que ce ne soit pas à ça que vous réfléchissez. Ils y ont quand même réfléchi. Ils ont notamment réfléchi au fait d'avoir une équipe plus resserrée, ce qui permet la collégialité. Et de libérer la parole. Votre livre recèle de nombreux documents, on l'a dit. C'est une enquête très documentée. Il y a eu aussi beaucoup d'anecdotes. Vous parlez justement de la façon dont Emmanuel Macron a banni les téléphones portables. Il y a aussi parfois, un exploit, hein. Oui, l'incursion de Nemo. C'est aussi l'endroit où on se fait engueuler, un conseil des ministres. Ah, on peut. Oui. Et là aussi, les présidents ont des attitudes différentes sur ce sujet-là. Le ton est quand même pas mal monté sous Nicolas Sarkozy, clairement. Et malheureusement pour ceux qui se faisaient doucher comme ça sortait en général assez vite dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné. Il y a cette fameuse page 2 qui regorgeait globalement d'histoires qui sont vraies, semble-t-il. Les ministres eux-mêmes nous vous le disent. Parfois un petit peu arrangées. Et dans tous les cas, faut toujours s'interroger sur qui fait fuiter. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a de la tactique, il y a une forme de tactique. Il y a toujours ces jeux de cours justement, et on parlait de bien entendu, la façon dont c'est codifié, le placement, on se fait circuler des mots, il y a beaucoup d'initiés entre les ministres. C'est le moment, les mots en question, ils peuvent être, ça va du très anecdotique, c'est vraiment des grosses vannes de cours de récré à certains moments, j'en raconte certaines, et puis c'est parfois des dossiers, parce que c'est parfois le seul moment où ils se voient les uns les autres, donc as-tu des nouvelles de mon dossier, machin, telle subvention. Alors il peut y avoir aussi des demandes en tout légal, hein, mais je veux dire d'un coup de pouce de tel ministère pour la construction d'un lycée, pour la construction d'une piscine, avec telle subvention, etc. Donc c'est quand même le moment. Il y a à ce moment-là des petits mots, et puis il y a juste avant un petit café qu'ils prennent ensemble. Là aussi, c'est un moment de collégialité qui est intéressant à observer là, avec l'équipe Macron, avec sa composition. Vous parlez de cours de réaction, c'est pas que solennel, hein, Nicole Belloubet vous l'a confié, c'est aussi parfois pas si guindé que ça. Elle chante beaucoup, la garde des Sceaux, paraît-il. Alors, elle n'a pas non plus, c'est pas la Castafiore, hein, au milieu du Conseil des ministres, mais 3h30 sans sortir une vanne, Nicolas Hulot, par exemple, tient pas. Il le dit clairement. Et Nicole Belloubet, effectivement, qui est une passionnée de chant, a une ou deux fois terminé des vers qui lui rappelaient une chanson, hein, une phrase, en fait, qui lui rappelait une chanson. Elle n'a pas non plus chanté à tue-tête. Eh bien, merci beaucoup, Bérangère Bond. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Mercredis de l'Élysée. C'est donc aux éditions L'Archipel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet, publicsénat.fr. Demain, l'invité de notre matinale Territoire d'Info sera Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Très bonne soirée à tous.